Ça fait quelques années maintenant que j'ai quitté cette noble institution. Donc moi, j'ai un peu concentré ma présentation sur une indication particulière, qui est la perméabilisation de l'occlusion portale chronique, surtout chez les patients non cirrhotiques. Je couvrirai quand même les indications chez les patients cirrhotiques. Donc l'hypertension portale préhépatique, si on la schématise, finalement c'est une occlusion de la veine porte, plus ou moins étendue au réseau splénique et mésentérique, qui va entraîner le développement d'un cavernome. Donc vous savez qu'il s'agit des vaisseaux du petit épiplomb, principalement les vaisseaux péribiliaires, dont on sait qu'ils ne sont pas très efficaces d'un point de vue hémodynamique et qui va finir par entraîner une hypertension portale avec sa cascade de conséquences qui va du saignement sur varices œsophagiennes, gastrique, varices ectopiques, ascites, etc. Alors, l'histoire naturelle de l'occlusion portale chronique chez le patient non cirrhotique, on a pas mal de données sur l'occlusion aiguë, puisqu'il y a ce grand rapport multicentrique avec des données de suivi qui identifiaient les facteurs de risque. Dans les facteurs de risque, bien entendu, les syndromes procoagulants, avec les syndromes myéloprolifératifs et toutes les maladies de la coagulation, mais il ne faut pas oublier tous les facteurs locaux qui sont associés, en particulier les malades atteints de pancréatite. Et puis, ce que j'ai retenu de cette publication, c'est que finalement, on retrouvait des étiologies assez similaires à ce qu'on a dans le Budd-Chiari, qu'un tiers de ces occlusions, subocclusions aiguës, vont pouvoir régresser sous anticoagulants, mais qu'on a peu d'informations sur le devenir des malades chroniques qui ont une occlusion constituée et qui vont devoir vivre avec cette situation. Alors, est-ce que c'est une maladie asymptomatique, cette occlusion portale chronique, une fois qu'elle s'est constituée et que le cavernome s'est développé? Pas beaucoup non plus de données, mais une étude avec un suivi longitudinal, 32 cas suivis sur plus de 5 ans, avec le même groupe de malades, des maladies de la coagulation, des facteurs locaux et des patients sans étiologie retrouvée. Et on voit que finalement, ces patients ne vont pas si bien que ça au bout de 5 ans, puisqu'on a 50% qui vont développer des saignements, un petit quart qui fait des biliopathies d'origine portale, et puis même des patients qui vont développer des ascites. Et si on groupe tout ça, on a 75% des patients qui développent des symptômes dans le suivi. Si on prend toutes ces occlusions portales chroniques, je crois qu'il faut bien les différencier parce que les problématiques, en tout cas quand on parle de recanalisation mécanique, sont complètement différentes. Il y a quelques données dont je vous parlerai qui sont sorties chez les patients cirrhotiques. Et là, la nécessité de désobstruer la veine porte ne se présente que s'il y a une indication à la greffe. Et finalement, ça va dépendre beaucoup des capacités des équipes chirurgicales, où est-ce qu'ils peuvent se brancher. Donc pas de décision, je dirais, intempestive, sans discussion chirurgicale, pour savoir s'il y a un intérêt. Et puis là, si on s'adresse simplement aux symptômes, la complexité est liée au fait que la part de l'hypertension préhépatique et hépatique est impossible à évaluer en préthérapeutique. Bien sûr, il y a la mesure des gradients, mais qu'est-ce qui se rajoute avec l'hypertension portale préhépatique? Finalement, on n'en sait pas grand-chose. L'hypertension portale préhépatique sans cirrhose, là, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a associé à cet obstacle proximal sur les gros troncs une vénopathie portale oblitérante avec une atteinte des veines portes intrahépatiques de petite taille qui, vous le verrez, complique la situation. On a souvent affaire à des occlusions qui sont relativement extensives en termes de longueur et relativement anciennes. Alors, qu'est-ce que ça donne chez les patients cirrhotiques? Il y a 2 publications qui sont sorties ces 2 dernières années, une dans transplantation, une dans hépatologie, qui viennent toutes les 2 du groupe de Chicago, qui ont fait des recanalisations chez des patients qui avaient des obstructions complètes de la veine porte dans un objectif pré-greffe. Donc pour réouvrir la veine porte, faciliter le geste chirurgical. Alors on peut discuter de l'indication, bien sûr, je pense qu'elle est éminemment discutable, mais moi ce que je retiens de ce papier, c'est que dans cette population, ils arrivaient à maintenir des perméabilités de la veine porte relativement élevées chez ces patients. Vous voyez qu'on a un suivi qui est potentiellement relativement long chez ces malades. Il n'y a pas beaucoup de malades dans l'étude, bien sûr, mais des perméabilités qui sont très bonnes, avec une procédure qui associe la désobstruction de la veine porte et toujours un TIPS dans la même procédure. Peu d'influence sur le score de MELD à 3 mois et à 6 mois, donc pas de péjoration de la situation chez ces malades-là, malgré l'installation du TIPS. Et puis, juste quelques images pour voir un peu la procédure. Ici, le cathéter qui est mis
wedgés dans une veine sus-hépatique. On voit ce réseau porte extrêmement grêle, le cavernome qui se pacifie à rétro, vers ici de grosses voies de dérivation splénorénale. Et dans ce travail, j'utilise principalement un accès transplénique. Donc, il ponctionne au travers de la rate une branche de la veine splénique. Il recanalise la veine porte par voie splénique, ce qui est beaucoup plus facile. C'est plus risqué parce qu'on l'aborde du côté où il y a le plus de pression. Mais il désobstrue assez facilement la veine porte. Il met en place ici un lasso qui est ponctionné par l'aiguille de TIPS avec un système de va-et-vient. On met en place un guide et on TIPS. Bien entendu, le trajet standard. Et puis, ils couvrent que la partie distale de la veine porte. Ils font une angioplastie de la partie proximale simplement, sans mettre de stent, pour laisser la place pour l'implantation de la greffe. Et malgré ça, malgré le fait que cette zone ait été précédemment obstruée, ils ont des taux de perméabilité qui restent bons. Alors, ça a un prix en particulier en termes de complexité de procédure. Je vous mets ici la durée moyenne de procédure dans cette série. Quand il passe par voie transplénique, vous voyez qu'on atteint des durées de procédure qui montent jusqu'à 6 heures. Donc c'est un geste complexe qui nécessite des compétences techniques très, très avancées. Alors l'occlusion de la veine porte sur foie-sain, c'est à la fois un sujet probablement un peu plus problématique, moins fréquent. Vous savez que là, on a fréquemment ces maladies de la coagulation associées avec 3 possibles conséquences, les saignements, la biliopathie. Et puis, il y a plein de questions qui se posent sur la nécessité de cette désobstruction. Est-ce qu'on va être efficace sur les symptômes? Est-ce que si on décomprime un cavernome, est-ce qu'on est efficace sur la biliopathie portale? On a peu de données là-dessus. Et même si le foie est sain à la biopsie, si on a fait une biopsie transjugulaire avant qu'on a un foie sain, quid de la portopathie oblitérante qui est possiblement associée, puisque c'est les mêmes causes qui sont retrouvées. Et puis, dernière question, la durée d'anticoagulant post-procédure nécessaire dans ce contexte. Alors, est-ce qu'il faut se poser la question de la désobstruction? Je pense qu'on peut légitimement se la poser parce que dans ce papier qui a regardé ce groupe spécifique de malades et l'incidence de l'arrivée de varices et leur augmentation en termes de sévérité, on s'aperçoit que les varices œsophagiennes surviennent chez près de 40% des malades, qu'elles ont tendance à s'aggraver progressivement au fur et à mesure du temps, que finalement 75% de ces patients vont nécessiter des transfusions, que même si la mortalité est très faible dans ce groupe-là, 11% finissent avec un shunt chirurgical en urgence, ce qui est probablement un geste qu'on peut considérer à risque. Il y a peu de données chirurgicales sur les shunts mis en place dans ce contexte-là. Je n'ai trouvé qu'une petite série de 5 cas, donc sur lequel on peut difficilement tirer des conclusions. Est-ce qu'on peut se poser la question d'un TIPS pour améliorer ça? Un TIPS qui irait dériver le cavernome directement, donc ponctionner une varice hilaire et mettre un TIPS dans cette varice. Il y a une toute petite, il y a une série chinoise qui a regardé ça, taux de succès 35%. Je pense que c'est un geste qui est trop compliqué et qui n'est pas forcément très logique puisqu'on va attraper le problème en distalité et on ne va pas traiter les rétrécissements qui sont en amont de cette varice hilaire. Finalement, probablement la meilleure solution, c'est d'essayer des recanalisations, si on y arrive, dont l'objectif est de rejoindre des segments en amont de l'obstruction, typiquement la veine mésentérique supérieure, à des veines portes intrahépatiques perméables. Ça nécessite une analyse de l'outflow et de l'inflow, en particulier pour les structures portales. Et puis, c'est un avantage théorique par rapport à un traitement médical ou un traitement endoscopique répété, c'est qu'on va traiter l'hypertension portale, on ne va pas de déperfusion portale du foie, et puis on peut potentiellement, avec un seul traitement, régler cette hypertension portale et ses conséquences. Reste la question de l'anticoagulation, si on y arrive, et puis cette anticoagulation en fonction de l'étiologie. Alors sur 10 ans, on en a traité 15, avec l'âge moyen classique de cette population, c'est des patients jeunes, avec des anciennetés d'occlusion documentées par imagerie, dont vous voyez qu'elles sont anciennes, c'est des occlusions qui ont en moyenne 4 ans, donc il ne faut pas renoncer à ce traitement-là sur des occlusions anciennes. On a même traité un malade qui avait 12 ans d'occlusion. Et les indications au traitement, c'était des hémorragies digestives récidivantes, varices gastriques, varices duodénales. Et lorsqu'on regarde l'entier de la série, on a 8 patients avec des varices œsophagiennes, avec ces différents scores de gravité.
2 patients avaient une biliopathie d'origine portale. J'ai mis les valeurs de bilirubine totale avant traitement chez ces 2 malades. Et 5 patients étaient pris en charge avant chirurgie, avant cholécystectomie avec des gros cavernomes périvésicaux, et puis 2 chirurgies de faux kystes pancréatiques céphaliques avec un gros cavernome péricéphalique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un petit exemple, un patient de 24 ans suivi depuis 8 ans pour une occlusion chronique de la veine porte. Vous voyez qu'on voit très difficilement les branches portes intrahépatiques. Leur normalité, le fait qu'elles soient toutes branchées les unes avec les autres, qu'on ait un outflow de bonne qualité, très difficile à évaluer avant le traitement. Par contre, on voit bien la veine mésentérique supérieure. Donc, potentiellement, on a un bon réseau à connecter à ce système porte. Et ce malade qui avait une mutation MTHFR, qui était sous anticoagulant chronique, faisait 1 ou 2 épisodes par an d'hémorragie. C'est un jeune mécanicien moto, passionné de moto, qui se passerait bien de ces épisodes qu'il amenait chaque fois à l'hôpital et qui étaient difficiles à traiter d'un point de vue endoscopique parce que c'était des varices duodénales. Alors, toujours faire un accès par le segment le plus gros du foie. Et moi, j'ai toujours ponctionné le segment 8. Pourquoi? Parce que c'est le plus volumineux et potentiellement, il suffit en termes d'outflow pour drainer le système porte. Et puis ensuite, on recanalise avec les techniques de recanalisation qui existent maintenant et on descend dans la veine mésentérique supérieure. On fait une mesure de gradient. Ici, on avait un gradient à 6. On pose un stent et voilà le contrôle final et on met le patient sous anticoagulant pour 6 mois. Plus de gradient en fin de procédure, disparition endoscopique des varices et on est à 2 ans et demi chez lui sans récidive symptomatique. Alors si on prend l'entier de la série, le succès primaire 87%, donc finalement même sur des occlusions anciennes, chroniques et longues, puisqu'on a des longueurs d'occlusion d'à peu près 7 cm, qui dans plus d'un tiers des cas prenaient la veine mésentérique supérieure, on arrive à le faire avec une procédure qui n'est pas si longue que ça, à peu près 1 heure de procédure totale, des gradients qui passent d'une valeur de 9 à 1 en fin de procédure pour les patients pour lesquels on a réussi à recanaliser, et 2 complications, un hématome sous-capsulaire non symptomatique qui n'a pas nécessité de traitement supplémentaire, et puis un patient dont on a désobstrué la veine porte et qui a fait une amylasémie aiguë avec des lésions de cytonécrose sous-cutanée qui étaient liées au passage de l'amylase et une réobstruction immédiate de sa veine porte. L'efficacité symptomatique sur les hémorragies digestives, sur 5 cas sur 4, on n'a pas de récidive hémorragique, avec une normalisation endoscopique. La biliopathie portale, un échec de recanalisation, et chez lui on a essayé la voie transhépatique, puis transplénique, puis transmésentérique. On l'a pris au bloc et on a essayé d'accéder par en bas, et on n'a pas réussi. Mais l'autre est passé à normaliser sa bilirubine. On a maintenant 6 mois de suivi. Et puis pour les chirurgies, on a eu 3 cholécystectomies et 2 dérivations de fonds kystes, sans complications et sans transfusion. Alors on a essayé de regarder un peu ce qui menait finalement à l'obstruction, à la perméabilité à long terme de ces malades, et on a classé ça en fonction des résultats de la portographie initiale. En type 1, des patients, c'est un peu l'équivalent de la classification de Bismuth pour les cholangiocardes, ça serait un type 2 ou un type 3. Donc les branches portes droite et gauche restent perméables et on a un réseau distal de bonne qualité. Ici, on a des segments qui restent de bonne qualité, comme le malade précédent que je vous ai montré, mais la communication, leur réunion sur la branche porte droite ou gauche, elle est-elle occluse. Et puis le type 3, c'est un réseau porte périphérique extrêmement grêle, avec une atteinte extensive. Et ça fait une différence majeure, parce que quand on regarde la perméabilité à 2 ans chez tous ces malades-là, on s'aperçoit que si on groupe les types 1 et 2, par exemple, on a 82% de chances d'être perméable à 2 ans, tandis que dans le type 3, on a 0%. Ce que ça veut dire qu'il faut renoncer au type 3? Peut-être pas. Il y a un papier de l'équipe de Chicago qui a regardé 5 malades. Alors c'est une petite série, hein, mais on est au début, je dirais, de cette technique, qui a été publiée dans Hepatology l'an dernier. Et leurs malades, c'est ça. C'est-à-dire c'est des patients qui n'ont plus de système porte périphérique. Il est réduit à cette vascularisation extrêmement grêle. Là, on retrouve un petit bout de terminaison de branche porte gauche, mais avec un réseau gauche distal extrêmement pathologique. Et chez ces malades-là, ils ont mis en place la recanalisation de la veine porte et le TIPS, avec une bonne efficacité sur l'outcome, avec des TIPS qui restent perméables et une amélioration des symptômes. Certes, c'est 5 patients, mais ça semble relativement encourageant dans ce groupe où finalement la recanalisation simple ne marche pas.
Alors en conclusion, je pense que les recanalisations chroniques symptomatiques portent, pour l'instant, on pensait peu à les recanaliser. C'est pourtant un geste qui n'est pas si compliqué que ça. On a des bons résultats à 2 ans à condition d'avoir un outflow de qualité. Le résultat symptomatique, il est bon puisqu'on règle finalement de façon définitive, à condition que ça reste perméable, bien sûr, l'hypertension portale. Donc on épargne aux patients les traitements endoscopiques répétés et puis on remet son foie en perfusion porte, ce qui est probablement bon aussi à moyen terme. L'outflow est le facteur principal de perméabilité dans notre série, ça devrait être validé. Et probablement pour les types 3, il faut procéder à l'ajout d'un TIPS dans la même procédure. Ni l'ancienneté de l'occlusion ni sa longueur n'influencent le succès du geste. Et il faut probablement, dans cette maladie qui ressemble au Budd-Chiari, avoir à peu près la même attitude. C'est que s'il y a quelque chose à recanaliser de façon simple qui permet de régler le problème, il faut commencer par ça et puis passer au traitement médical ensuite si on n'y arrive pas. Je vous remercie.